Il est 9h10 à Tel Aviv. Merci de nous être fidèles sur I24 et on ouvre une page économique avec nous sur ce plateau. Michael Gabé, économiste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors vous l'avez sûrement déjà entendu ce matin, les cours du pétrole ont baissé à New York et fini au plus bas depuis fin 2003, tombant même brièvement sous les 30 dollars le baril face au pessimisme persistant sur la surabondance générale. Alors Michael, ce qui fait le bonheur des uns fait manifestement aussi le malheur des autres. C'est la maxime qu'on connaît. C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes, une moins bonne nouvelle sûrement pour les monarchies du Golfe. Essentiellement pour les monarchies du Golfe, plus pour des pays en voie de développement comme le Venezuela, ou on peut penser aussi à des pays comme la Russie, qui ont des problèmes, des pays qui ont beaucoup plus de dettes et beaucoup plus de problèmes. C'est mauvais aussi même pour des pays qui ne sont pas forcément producteurs, mais on peut penser à une société comme Total en France, qui représente énormément au niveau de l'économie française. Le secteur pétrolier en France ou aux États-Unis représente entre 5 et 6% de l'économie. Donc quand ce secteur-là perd en termes de rentabilité, c'est mauvais pour une belle partie de la population. Alors ça fait un moment que c'est sur la pente descendante. Est-ce qu'on peut dire que c'est une crise passagère ou est-ce qu'au contraire, ça s'inscrit dans la durée ? A priori, ça devrait s'inscrire dans la durée puisque il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les baisses en termes d'importation au niveau de la Chine, mais ça on en parlera au niveau des Chinois. Il y a le fait que les États-Unis soient devenus producteurs avec les fameux gaz de schiste. Et il y a surtout une mésentente entre tous les membres du cartel de l'OPEC qui fait que chacun tire la couverture à lui. Si dans d'autres périodes où ils étaient plus unis, ils auraient pu réduire la production, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui ouvrent les vannes complètement. Ce sont aussi des pays qui ont moins de problèmes. C'est l'Arabie Saoudite, ça leur coûte rien pratiquement de produire, ils n'ont pas de dette. Tout est bon à prendre pour un petit peu étouffer certaines velléités au niveau de la concurrence. On pense aux nouvelles technologies, etc. Alors du coup, est-ce que ça va pousser, vous parlez de l'Arabie Saoudite notamment, à diversifier leur économie qui est principalement basée sur les apports du pétrole ? Alors les pays du Golfe ont cette intelligence-là, ça fait quand même un petit moment qu'ils diversifient. On peut penser au Qatar à Paris parce que c'est l'exemple le plus flagrant, mais l'Arabie Saoudite, Dubaï, etc. ont des investissements dans de l'économie réelle un peu partout dans le monde. Ils ont su à l'époque où le pétrole était à 150 $, acheter de l'immobilier, diversifier leur portefeuille, parce que eux, les premiers, savent qu'il y aura un terme de toute façon au pétrole tôt ou tard, et qu'il faut se préparer à ça, ils s'y préparent dès aujourd'hui. Alors on va à présent s'intéresser à une autre actualité en France, actualité sociale, judiciaire également. Elle a été marquée par une condamnation ferme, 9 mois de prison de 8 anciens salariés de Goodyear. Ils avaient séquestré pendant 30 heures les cadres dirigeants de l'entreprise. On peut imaginer les mois des syndicats. Léa Berdugo. Une catastrophe, une peine démesurée. C'est en ces termes que les 8 anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord accueillent leur verdict. Michael Vamen est l'ancien dirigeant de la CGT au sein de l'entreprise. Il dénonce un procès politique. Ce jugement, il est simplement là pour faire un rappel à tous ceux qui, comme nous, oseraient lever la tête, pour dire que dans notre pays, il faut plus de liberté, il faut plus de droits et il faut surtout plus de justice sociale. Moi, je me rappelle quand même du candidat Hollande qui est venu sur notre parking, qui nous avait promis qu'il ferait tout pour pas que notre usine elle ferme. Il a fait l'inverse, l'usine est fermée et maintenant il veut nous faire condamner à de la prison ferme. Janvier 2014, 2 cadres de l'usine sont séquestrés pendant 30 heures. À sa libération, le directeur de la production reconnaît qu'il n'y a pas eu d'atteinte à son intégrité physique. Lors du procès, les prévenus avaient évoqué un coup de colère face à une direction sans réponse à la détresse sociale des employés quelques jours avant la fermeture de l'usine. Même si les conflits sociaux ont été nombreux ces dernières années, ils ont rarement débouché sur des procès ou des condamnations. En 2010, des cadres de la Poste avaient été séquestrés à Nanterre. Résultat, 3 salariés condamnés à des amendes en appel, 12 relaxés, dont l'ancien dirigeant du NPA, Olivier Besancenot. Depuis l'annonce du verdict, les réactions pleuvent. Certains politiques fustigent une ignoble décision. Les condamnés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront appel. Alors Michael, est-ce que ce genre d'images, on risque de les voir de plus en plus sur nos écrans ? On se souvient aussi de l'affaire d'Air France avec la chemise déchirée d'Air France. Est-ce que cette grogne, elle va être plus prégnante à l'avenir ? Tant que le gouvernement français ne trouvera pas des solutions pour assouplir, régulariser, assainir son marché du travail, rendre la France un pays d'investissement où les gens peuvent employer, créer de l'emploi, etc., c'est sûr que la frustration des masses salariales face, encore une fois, on est dans des périodes où les écarts se creusent, c'est-à-dire entre les très extrêmement riches et les extrêmement pauvres. La classe sociale, middle class, la fameuse classe moyenne qui fait la croissance, réduit petit à petit sa voilure et glisse lentement
vers une certaine paupérisation. C'est sûr que la France doit trouver des solutions. D'un côté... Alors, est-ce que vous pensez ce qui a été initié finalement par le Premier ministre Manuel Valls cette semaine avec ses rencontres des syndicats, du grand patronat également, est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction justement ? Encore une fois, ces routes-là ne sont pas avec de bonnes intentions. Il va falloir trouver l'homme politique, il va falloir trouver la formule, il va falloir trouver les gens avec qui dialoguer, pour que les gens comprennent qu'il y a certaines choses dans le code du travail français qui doivent changer, perdre une partie de la protection qu'ont les employés au profit d'une certaine souplesse pour pouvoir justement relancer. On voit dans certains pays où l'emploi est plus souple qu'en France, où quand ça repart, les patrons embauchent. Donc ne pas avoir peur de parler de licenciement, de faciliter les procédures de licenciement pour justement pouvoir employer plus. C'est finalement le credo. Encore une fois, le licenciement, c'est la mesure extrême. On peut parler plus de souplesse au niveau des 35 heures, par exemple. Faire des 35 heures annualisées selon le modèle allemand, où en certaines périodes, l'employeur va pouvoir avoir des semaines de 40 heures, 45 heures, face à des périodes de 25 heures par semaine, justement pour gérer son outil de production et être pas amené quelque part à avoir à renvoyer ou à embaucher et se retrouver coincé. Et ça peut faciliter, voilà exactement, flexibilité. Merci beaucoup Michael Gabé d'avoir été sur notre plateau. Virginie, on continue avec vous. Alors c'était le 13 janvier 2012, le Costa Concordia, naufragé, s'échouait à proximité de l'île du Giglio. Alors après ce tragique accident, on aurait pu s'attendre, Virginie, à un secteur en crise. Finalement, il n'en est rien. Oui, effectivement Nathalie, vous le rappeliez, c'était il y a 3 ans. Le monde avait les yeux rivés sur cette petite île italienne, un décor de carte postale avec au milieu de ce décor, posé, couché sur le flanc, ce fleuron de la flotte croisiériste italien Costa, le leader du marché. Dans la nuit donc du 13 au 14 janvier, ce paquebot de croisière avec ses 17 ponts, 4 piscines, 3800 passagers et plus de 1000 membres d'équipage s'échoue. Le bilan fait état de 32 morts et le secteur du tourisme, toute enseigne confondue, accuse dès lors une baisse de 35% des réservations. Ils réagissent très vite, que ce soit Costa ou ses concurrents, et baissent les prix. Résultat, aujourd'hui, 3 ans après, et même 1 an après le naufrage, Costa a réussi à dépasser cette crise. Aujourd'hui, il y a 20 millions de passagers chaque année sur les croisières. C'est le niveau de l'avant-naufrage. Alors Costa qui a quand même fait un vrai travail marketing. Oui, de toutes les façons, ils étaient obligés, puisque je rappelle que leur slogan avant ce fameux naufrage, c'était: quand vous avez goûté à une croisière Costa, c'est difficile de revenir à la vie de tous les jours. Donc vous imaginez bien qu'il fallait changer de discours, il fallait aussi changer d'image. En 2013-2014, on est sur ce qu'on appelle une gestion de crise. Il faut absolument éviter de montrer des paquebots, ça fait peur aux gens. Donc les publicités sont très elliptiques. On voit à la fois des vacanciers d'un côté et à la fois des paquebots de l'autre, mais il n'y a pas de connexion entre les deux. Il faut attendre 2015, où là l'entreprise Costa opère un vrai recentrage. On est sur l'Italie, sur les valeurs familiales, sur l'art de vivre, et on commence à revoir des croisiéristes sur donc des paquebots. Et on sort l'artillerie lourde chez Costa, puisqu'on fait appel aux poids lourds, Ennio Morricone par exemple et Sophia Loren, qui viennent inaugurer les bateaux sortis d'usine. Et dernière en date, l'égérie qu'on choisit, elle n'est pas italienne celle-là, c'est Shakira. L'objectif, c'est finalement dans l'esprit du consommateur de faire la connexion entre Costa Concordia, le croisiériste Costa et le people, plus du tout le naufrage. Voilà, et ça marche, Michael Gabé, ce genre d'opération séduction, avec Shakira en tête? En général, ça marche. D'abord, avec le temps, on comprend que l'accident, même aussi grave qu'il soit, reste de toute façon de manière assez anecdotique par rapport aux millions de personnes qui prennent le bateau. Les gens se rendent compte que quand ils prennent leur voiture le matin pour aller au travail, il y a plus de risques que sur une croisière. L'agressivité au niveau des prix, c'est vrai que on voit que les images marketing ont beaucoup changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, dans une période qui est quand même une période de crise, on se tourne vers le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est vrai que la croisière fait partie des destinations et des façons les plus importantes. De me faire prier pour prendre Costa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On passe tout de suite à l'info en bref et en images.